Le jour de mon départ en vacances, j'ai surpris ma belle-fille en train de parler à mon fils au téléphone. Elle était dans le salon de ma maison. J'étais dans le couloir en train de rassembler mes dernières affaires avant de sortir. Elle ne savait pas que je pouvais l'entendre. Parfait. Pendant que ta mère est partie, je vais y aller et déménager tous mes meubles dans sa maison. Je me suis figé. Mon sac à main a failli me glisser des mains, mais je n'ai pas fait un bruit. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste continué à écouter. J'ai déjà parlé aux déménageurs, chérie. Ils seront là dans 2 heures. Nous allons commencer par la grande chambre. Ce sera notre chambre principale. Nous déplacerons les affaires de ta mère dans la chambre du fond. Elle est plus petite, mais elle n'a pas besoin de tant d'espace. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Ma propre belle-fille, dans ma propre maison, planifiant de voler mon foyer pendant que je voyageais. Ne t'inquiète pas. Quand elle reviendra, tout sera prêt. Nous lui dirons que c'était une surprise, que nous l'avons fait pour mieux prendre soin d'elle. Tu sais comment elle est. Elle protestera au début, mais elle s'y habituera. Elle s'y habitue toujours. Ces mots ont fait plus de mal que n'importe quel coup physique. Elle s'y habitue toujours. Comme si j'étais un vieux meuble que l'on pouvait déplacer sans permission. Comme si mon opinion ne valait rien. Comme si cette maison que j'avais achetée avec mon mari il y a 40 ans n'était pas la mienne. J'ai serré les poings. J'ai respiré lentement. Et j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'allais faire semblant. J'allais agir comme si je n'avais absolument rien entendu. Je suis entré dans le salon d'un air naturel. Harper avait toujours le téléphone collé à l'oreille. Quand elle m'a vu, elle a souri. Un faux sourire. Un sourire que je comprenais maintenant parfaitement. Je m'en vais, ma puce. L'Uber devrait être là d'une minute à l'autre. Bon voyage, maman. Repose-toi bien. Nous allons garder un œil sur la maison. Garder un œil sur la maison. Quelle cruelle ironie. Merci, Harper. À dans quelques jours. Je suis sorti de chez moi, mon sac à main à la main. J'ai fermé la porte doucement. J'ai marché vers l'allée. La voiture m'attendait déjà. Maintenant, je me tiens devant le véhicule, mon sac à main dans la main droite et mes clés de maison dans la main gauche. Le chauffeur a déjà chargé mes bagages dans le coffre et me regarde, attendant que je monte. Mais j'ai besoin d'une seconde de plus. Une seconde pour assimiler ce que je viens d'entendre. Une seconde pour m'assurer que c'est réel et non un cauchemar. Le chauffeur s'est raclé la gorge. Madame, tout va bien? Avez-vous oublié quelque chose à l'intérieur? J'ai secoué la tête. J'ai forcé un sourire. Un de ces sourires que j'ai perfectionné tout au long de mes 67 années de vie. Des sourires qui cachent la douleur. Des sourires qui masquent la rage. Des sourires qui protègent les secrets. Non, j'ai tout. Nous pouvons y aller. Je suis monté sur la banquette arrière. J'ai fermé la porte doucement. J'ai regardé vers la fenêtre de mon salon une dernière fois. Harper était toujours là-dedans. Elle était probablement déjà en train de mesurer les espaces. Elle était probablement déjà en train de décider lesquels de mes meubles elle allait jeter à la poubelle pour faire de la place pour les siens. La voiture a démarré. Nous avons avancé d'un demi-pâté de maison, d'un pâté complet, de 2 pâtés de maison, puis j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac. J'ai cherché dans mes contacts le nom dont j'avais besoin, Benjamin Hay, mon avocat. Le même qui m'avait aidé avec le titre de propriété de la maison à la mort de mon mari. Le même qui m'avait conseillé lorsque Liam avait essayé de me convaincre de mettre la propriété à nos 2 noms, juste au cas où il t'arriverait quelque chose, maman. J'ai composé le numéro. J'ai attendu. 1 tonalité, 2 tonalités. Éléanore, bonjour. Comment vas-tu, Benjamin? J'ai besoin de ton aide tout de suite. C'est urgent. Ma voix est sortie plus ferme que je ne m'y attendais. Elle n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas brisée. C'était la voix d'une femme qui venait de prendre une décision. Dis-moi ce dont tu as besoin. Ma belle-fille est chez moi en ce moment même, planifiant d'y emménager sans mon autorisation. J'ai tout entendu. Elle fait venir un camion de déménagement dans moins de 2 heures. J'ai besoin que tu prennes des mesures juridiques immédiates.
J'ai besoin que tu protèges ma propriété et j'ai besoin que tu le fasses avant qu'il ne soit trop tard. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, mais ce n'était pas un silence d'hésitation. C'était le silence de quelqu'un qui réfléchit vite, de quelqu'un qui élabore un plan. Écoute-moi attentivement, Elané. Je vais passer 3 appels. Le premier à un ami juge qui me doit un service. Le deuxième à la police. Le troisième à un serrurier de confiance. Dans 3 heures, ta maison sera légalement et physiquement protégée. Mais j'ai besoin que tu me confirmes une chose. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Parce qu'une fois que nous aurons enclenché ce processus, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Les rues de mon quartier défilaient rapidement. Les mêmes rues que j'avais parcourues pendant 40 ans. Les mêmes rues où j'avais élevé mon fils. Les mêmes rues où j'avais marché main dans la main avec mon mari. Les mêmes rues où j'avais construit ma vie. Je suis absolument sûr, Benjamin. Fais ce que tu as à faire. Parfait. Garde ton téléphone allumé. Je te tiendrai au courant de chaque étape. Et Eleanor, tu as bien fait de m'appeler. J'ai raccroché le téléphone. Je l'ai rangé dans mon sac à main. J'ai pris une profonde inspiration pour la première fois au cours des 10 dernières minutes. Le chauffeur m'observait dans le rétroviseur. Je pense qu'il avait entendu une partie de la conversation, mais il n'a rien dit. Il a juste continué à conduire. J'ai regardé droit devant moi, vers l'autoroute qui m'emmènerait à l'aéroport, vers ce voyage que j'avais planifié depuis des mois. Un voyage qui n'avait plus autant d'importance pour moi qu'il y a 1 heure. Parce que maintenant, la seule chose qui comptait était de récupérer ce qui m'appartenait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Benjamin, premier appel passé. Le juge prépare une ordonnance de protection de propriété. Deuxième appel en cours de traitement. La police sera chez toi dans 90 minutes. Troisième appel passé. Serrurier confirmé pour le changement de serrure. Tout est sous contrôle, et les lanards. Respire tranquillement. J'ai lu le message 2 fois. 3 fois. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai souri. Mais cette fois, ce n'était pas un faux sourire. Ce n'était pas un de ces sourires qui cachent la douleur. C'était un vrai sourire. Un sourire de pouvoir. Le sourire d'une femme qui venait de découvrir qu'elle avait encore la force de défendre ce qui lui appartient. Parce que Harper avait commis une erreur, une énorme erreur. Elle pensait que j'étais faible. Elle pensait que j'étais facile à manipuler. Elle pensait qu'elle pouvait entrer dans ma maison comme si c'était la sienne et réorganiser ma vie comme si je n'existais pas. Mais elle se trompait. Je suis Eleanor Vance. J'ai 67 ans. Je suis veuve. Je suis mère. Je suis la propriétaire de ma propre maison. Et personne, absolument personne, ne va me prendre ce qui est à moi sans se battre. La voiture continuait d'avancer. Je continuais à regarder par la fenêtre, mais mon esprit était déjà de retour chez moi, imaginant le visage de Harper lorsque la police sonnerait à la porte, imaginant sa surprise, sa honte, sa défaite. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. J'ai ressenti du contrôle. J'ai ressenti du pouvoir. J'ai senti que ma vie m'appartenait à nouveau. 3 heures plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Benjamin. Eleanor, tout s'est déroulé exactement comme prévu. Que s'est-il passé? La police est arrivée chez toi il y a 20 minutes. Harper avait déjà commencé le déménagement. Elle avait un camion garé dans l'allée. 2 hommes déchargeaient des meubles. Lorsque les agents se sont identifiés, elle a essayé de dire qu'elle avait ton autorisation. Mais je leur avais déjà envoyé une copie des documents de propriété. Je leur ai montré que la maison est uniquement à ton nom. Et j'ai expliqué qu'il y avait un signalement préalable pour tentative d'occupation illégale. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. Et ensuite? Ensuite, les policiers lui ont demandé d'arrêter immédiatement le déménagement. Harper est devenue hystérique. Elle a commencé à crier qu'elle était la belle-fille, qu'elle avait des droits, que tu lui avais donné une autorisation verbale. Mais les voisins sont sortis et plusieurs d'entre eux ont confirmé qu'ils ne t'avaient jamais vu donner d'autorisation. Qu'en fait, ils t'avaient vu partir quelques heures plus tôt avec tes bagages pour ton voyage. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Les voisins m'avaient défendu. Exactement. Et quand Harper a compris qu'elle n'avait pas d'issue, elle a essayé d'appeler Liam, mais il n'a pas répondu. J'imagine qu'il travaillait et ne voulait pas s'impliquer directement. Lâche. Ce mot faisait mal parce qu'il était vrai. Mon fils était un lâche. Il laissait sa femme faire le sale boulot pendant qu'il gardait les mains propres. Que s'est-il passé ensuite, Benjamin? La police lui a ordonné de retirer tous les meubles qu'elle avait déjà rentrés. Ils lui ont donné 30 minutes. Elle a pleuré. Elle a supplié, mais les ordres sont les ordres. Les déménageurs ont dû tout recharger. Et quand ils ont eu fini, les agents l'ont averti que si elle tentait de revenir sans ton autorisation écrite express, elle ferait face à des poursuites pour violation de propriété. Ils l'ont arrêtée. Ce n'a pas été nécessaire. Mais la plainte a été déposée. Et Eleanor, il y a autre chose. Dis-moi. Je sais que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci en ce moment comprennent exactement ce que je ressens. Je sais qu'il y a des femmes là-dehors qui ont traversé quelque chose de similaire. Des femmes qui ont tout donné pour leurs enfants. Des femmes qui ont travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur mettre un toit sur la tête. Des femmes qui ont sacrifié leurs propres rêves pour qu'ils puissent réaliser les leurs. Et des femmes qui, à la fin, ont été traitées comme si elles ne valaient rien. Je m'appelle Eleanor Vance. J'ai 67 ans. Je suis né dans une petite ville où les femmes de ma génération ont appris que la valeur d'une mère se mesure à sa capacité à endurer en silence. On nous a appris à endurer, à pardonner, à tendre l'autre joue, à sourire même si nous mourons de l'intérieur. On nous a dit qu'une bonne mère n'abandonne jamais ses enfants, qu'une bonne mère pardonne toujours, qu'une bonne mère se sacrifie jusqu'à son dernier souffle. Mais personne ne nous a appris que nous avons aussi le droit de nous défendre. Personne ne nous a dit que l'amour d'une mère ne signifie pas se faire piétiner. Personne ne nous a expliqué que nous pouvons aimer nos enfants et en même temps leur fixer des limites. Parce que pendant des années, j'ai cru que si je disais non à Liam, cela signifiait que j'étais une mauvaise mère. J'ai cru que si je ne cédais pas à ses demandes, je le rejetais. J'ai cru que mon travail consistait à lui rendre la vie plus facile, même si cela signifiait rendre la mienne plus difficile. Et laissez-moi vous dire une chose, cette croyance a failli me détruire. Maintenant, je suis assise dans la salle d'attente de l'aéroport. Mon vol part dans 2 heures, mais je ne peux me concentrer sur rien d'autre que sur mon téléphone. Attendant des nouvelles, attendant des confirmations, attendant de savoir que ma maison est en sécurité. Des gens passent à côté de moi en traînant des valises, des familles avec des enfants, des couples se tenant la main, des hommes d'affaires consultant leurs ordinateurs portables. Chacun a sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres histoires. Et aucun d'eux ne sait que la femme âgée assise sur la chaise dans le coin vient de commencer une guerre silencieuse contre sa propre famille. Parce que c'est ce que c'est, une guerre. Et même s'il n'y a ni arme ni sang, c'est tout aussi douloureux. Peut-être plus encore. Parce que quand votre ennemi est quelqu'un issu de votre propre corps, la douleur est différente. Elle est profonde. Elle est intime. C'est le genre de douleur qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la famille. Je regarde à nouveau mon téléphone. 10 minutes se sont écoulées depuis que j'ai parlé à Benjamin. 10 minutes qui semblent durer 10 heures. Je me demande ce qui se passe chez moi en ce moment même. Je me demande si Harper s'est rendu compte qu'elle avait commis une erreur. Je me demande si Liam sait déjà ce que j'ai fait. Je me demande s'il me déteste. Et je suis surprise de réaliser que cette dernière question ne fait pas aussi mal qu'elle le devrait, car quelque chose a changé en moi quand j'ai entendu cette conversation. Quelque chose s'est brisé, mais pas dans le mauvais sens. C'était comme briser une cage. Oui, il y a de la destruction. Mais il y a aussi de la liberté. Une femme âgée s'assoit à côté de moi. Elle doit avoir à peu près mon âge, peut-être un peu plus. Elle a les cheveux complètement blancs, attachés en un chignon élégant. Elle porte une robe simple mais bien repassée. Et quand elle me regarde, elle sourit de ce sourire que seules les femmes de notre génération savent donner. Ce sourire qui dit « J'ai vécu moi aussi. J'ai souffert moi aussi. Je sais aussi ce que c'est que de porter le monde sur ses épaules. » Vous voyagez seul, me demande-t-elle. J'acquiesce. Moi aussi. C'est la première fois en 40 ans que je voyage sans mon mari. Il est décédé il y a 6 mois. Je suis tellement désolé.
Merci, ma chère. Mais vous savez quoi? Même s'il me manque chaque jour, j'ai aussi découvert que je pouvais faire les choses par moi-même. Que je n'ai besoin de la permission de personne pour vivre ma vie. Que à cet âge, nous avons encore le droit d'être heureuses. Ces mots m'ont frappé en plein cœur parce qu'elle a raison. Nous avons le droit d'être heureuses, même si ce bonheur implique de décevoir les personnes qui s'attendent à ce que nous continuions à nous sacrifier pour elles. Avez-vous des enfants? Lui demandai-je. 3. 2 filles et un fils. Les filles sont merveilleuses. Elles m'appellent tous les jours. Elles me rendent visite. Elles m'incluent dans leur vie. Mais mon fils. Elle fait une longue pause. Mon fils pense que parce qu'il est un homme et qu'il est le plus jeune, il a droit à plus, un droit sur ma maison, un droit sur mon argent, un droit sur mon temps. Et pendant des années, je l'ai permis, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'il ne serait jamais satisfait, qu'il en voudrait toujours plus, et que si je ne fixais pas de limite, j'allais finir par n'avoir plus rien. Je la regarde fixement. C'est comme si j'écoutais ma propre histoire sortir de la bouche d'une autre personne. Qu'avez-vous fait? Je lui ai dit non. Tout simplement. Je lui ai dit que ma maison était à moi, que mon argent était à moi, et que s'il voulait quelque chose dans la vie, il devrait travailler pour l'obtenir, tout comme ses sœurs l'ont fait. Il s'est mis en colère. Il m'a crié dessus. Il m'a dit des choses horribles. Mais j'ai tenu bon. Et savez-vous ce qui s'est passé après 6 mois sans me parler? Il est revenu plus humble, plus mûr. Et il m'a demandé pardon. Et vous lui avez pardonné? Je lui ai donné mon pardon, mais je n'ai pas oublié. Et les limites sont toujours là. Parce que le pardon ne signifie pas redevenir naïve. Le pardon ne signifie pas les laisser vous piétiner à nouveau. Le pardon signifie abandonner la rancœur, mais garder sa dignité. Ces mots restent gravés en moi, abandonner la rancœur, mais garder sa dignité. La femme se lève. Elle prend son petit sac à main. C'est mon vol, ma chère. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, et je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais je peux voir dans vos yeux que c'est quelque chose d'important. Je veux juste vous dire une chose. Vous comptez. Votre paix compte, et il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui vous appartient. Elle s'éloigne lentement et je reste assise là, les larmes aux yeux, car parfois l'univers place exactement la personne que vous devez rencontrer sur votre chemin, au moment précis où vous en avez besoin. Mon téléphone vibre. Un autre message de Benjamin, mise à jour. Le serrurier est arrivé chez toi. Il change toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière et portail du jardin. Je t'enverrai les nouvelles clés par courrier express à l'adresse où tu séjourneras. Tu les auras demain matin. Je réponds rapidement, merci, Benjamin. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie tout cela. Et les lanards, c'est mon travail. Mais au-delà de ça, je suis ravi de voir que tu prends enfin le contrôle de ta vie. Ton mari serait fier de toi. Cette dernière phrase me brise. Mon mari, Arthur. 5 ans se sont écoulés depuis sa mort, et il y a encore des jours où je me réveille en m'attendant à le voir à mes côtés. Il y a encore des moments où je veux lui dire quelque chose, et je saisis le téléphone avant de me rappeler qu'il n'est plus là. Son rire me manque toujours, sa façon de me serrer dans ses bras, sa façon de me faire sentir que tout allait bien se passer. Arthur n'a jamais aimé Harper. Dès le premier jour où Liam l'a amené à la maison, Arthur m'a dit, « Cette fille ne t'aime pas, Eleanor. Elle aime ta maison. » Et j'ai ri. Je lui ai dit qu'il exagérait, que c'était simplement parce qu'il était surprotecteur avec moi. Mais Arthur avait raison. Il avait toujours raison. Et cela fait mal de savoir qu'il n'est pas là pour voir que j'ai enfin écouté ses avertissements. Je ferme les yeux. Je respire profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, je m'autorise à tout ressentir. La douleur, la rage, la déception, la tristesse, mais aussi la force, le pouvoir, la détermination, car toutes ces émotions peuvent coexister. Je peux être triste pour la famille que je pensais avoir, et en même temps être fier de la femme que je deviens. Ils annoncent mon vol dans les haut-parleurs. Il est temps d'embarquer. Je me lève. Je prends mon sac à main. Je marche vers la porte d'embarquement et, à chaque pas que je fais, j'ai l'impression de laisser la vieille Eleanor derrière moi. L'Eleanor qui avait peur, l'Eleanor qui restait silencieuse, l'Eleanor qui croyait qu'être une bonne mère signifiait se laisser détruire. Je monte dans l'avion.
Je trouve mon siège près de la fenêtre. Je m'installe. J'attache ma ceinture. Et alors que l'avion commence à avancer sur la piste, je m'autorise à regarder en arrière vers la ville. Je pars temporairement vers cette maison qui est en train d'être protégée en ce moment même. Vers la vie que je reconstruis pièce par pièce. L'avion décolle. La ville devient de plus en plus petite. Les maisons ressemblent à des jouets. Les voitures ressemblent à des fourmis. Et je me sens légère pour la première fois depuis des années. Comme si j'avais porté un poids énorme sur mes épaules et que je m'étais enfin autorisé à le lâcher. Je ferme les yeux et même si je sais que ce qui m'attend ne sera pas facile, je sais aussi que je suis prête. Prête à faire face à Liam. Prête à fixer des limites. Prête à reconquérir ma vie parce que cette histoire ne fait que commencer. Et cette fois, c'est moi qui vais en écrire la fin. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je dois vous ramener 5 ans en arrière, le jour où tout a changé. Le jour où mon mari Arthur a fermé les yeux pour la dernière fois et où je me suis retrouvé complètement seul au monde. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi, nous allions toujours ensemble au marché des producteurs pour acheter des légumes frais. C'était notre petite tradition. Mais ce mardi-là, Arthur ne s'est pas levé du lit. Il m'a dit qu'il se sentait fatigué, que peut-être il avait mal dormi. Je lui ai fait du thé. J'ai ajusté ses oreillers. Et 2 heures plus tard, j'étais à l'hôpital en train de regarder les médecins tenter de le sauver d'une crise cardiaque massive qui ne lui a laissé aucune chance. 42 ans de mariage se sont terminés un mardi matin. Liam est arrivé à l'hôpital 3 heures plus tard. Il n'est pas venu seul. Il a amené Harper. À ce moment-là, ils sortaient ensemble depuis à peine 6 mois. Je la connaissais à peine. Nous avions à peine parlé 2 ou 3 fois lors de réunions de famille. C'était une fille calme, du moins c'est ce qu'il semblait. Toujours souriante, toujours polie, disant toujours les mots qu'il fallait. Je me souviens de ce jour à l'hôpital, elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour ma perte, qu'elle serait là pour tout ce dont j'aurais besoin. Et je l'ai remerciée parce que, dans ce moment de douleur, toute marque d'affection ressemblait à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Les premiers mois après la mort d'Arthur ont été les plus sombres de ma vie. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, trop vide. Chaque coin recelait un souvenir. Chaque objet racontait une histoire, et je ne savais pas comment continuer à vivre dans un endroit plein de fantômes. Liam a commencé à me rendre visite plus souvent. Au début, il venait seul. Il restait à dîner. Il m'aidait pour les choses de la maison qu'Arthur réparait toujours. Il changeait les ampoules. Il vérifiait les robinets qui fuyaient. Il tondait la pelouse. Et je me sentais reconnaissante. Je m'estimais chanceuse d'avoir un fils qui se souciait de moi. Puis il a commencé à amener Harper. Elle cuisinait. Elle nettoyait. Elle organisait mon garde-manger. Et je trouvais merveilleux d'avoir une belle-fille si serviable. Si attentive, si disposée à aider. Quel naïf j'étais. 3 mois après les funérailles, Liam m'a dit qu'il allait se marier. Qu'il avait décidé que Harper était la femme de sa vie. Et qu'il voulait le faire rapidement parce qu'il n'était plus si jeune et voulait fonder une famille. Il avait 34 ans. Elle en avait 29. Et je leur ai donné ma bénédiction. Je les ai aidés à organiser le mariage. J'ai payé la salle de réception. J'ai engagé le traiteur. J'ai fait tout ce qu'une mère fait pour son fils. Le mariage était simple mais magnifique. Harper était superbe. Liam avait l'air heureux. Et j'ai essayé d'être heureuse pour eux. Même si, à l'intérieur, j'étais brisée par l'absence d'Arthur. Parce qu'Arthur aurait dû être là, remontant l'allée avec notre fils, lui donnant des conseils sur le mariage, dansant avec moi à la fête. Mais sa chaise était vide et j'ai dû sourire toute la journée en faisant semblant que mon cœur ne se brisait pas lui aussi. Après le mariage, ils ont emménagé dans un petit appartement loué en centre-ville. Liam travaillait comme comptable dans un cabinet de taille moyenne. Il gagnait bien sa vie, mais pas assez pour acheter sa propre propriété. Harper travaillait à temps partiel dans un magasin de vêtements. À eux deux, ils arrivaient à peine à joindre les 2 bouts pour payer le loyer, les charges et la nourriture. Au début, tout semblait normal. Ils venaient me rendre visite le dimanche. Nous mangions ensemble. Nous discutions.
Et puis ils rentraient chez eux. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Des changements qui semblaient insignifiants au début, mais qui, avec le temps, sont devenus des habitudes. Harper a commencé à faire des commentaires sur ma maison. Des commentaires qui ressemblaient à des compliments, mais qui cachaient autre chose. Quelle grande maison pour une seule personne. Cela doit être difficile de garder tout cela propre. Autant de pièces vides. Quel gâchis. Je n'y prêtais aucune importance. Je pensais qu'elle faisait simplement la conversation. Mais les commentaires ont continué. Ils sont devenus plus fréquents, plus directs. Un jour, ils sont arrivés et Harper est allé directement dans la chambre qui avait été celle de Liam quand il était enfant. Celle qu'Arthur avait convertie en bureau avant de mourir. Elle se tenait sur le pas de la porte, regardant tout, le bureau, la bibliothèque, les photographies sur les murs. Cette pièce serait parfaite pour un bébé, a-t-elle dit. Elle a une bonne lumière. Elle est proche de la salle de bain et elle est assez grande pour y mettre un berceau, une table allongée et tout le nécessaire. Je me suis figé, car la façon dont elle l'avait dit n'avait rien d'une observation fortuite. C'était comme si elle planifiait déjà, comme si elle mesurait déjà l'espace dans sa tête, comme si elle avait déjà décidé que cette pièce allait être la sienne. Prévoyez-vous d'avoir un bébé, lui ai-je demandé. Eh bien, pas encore, mais un jour, oui. Et quand cela arrivera, ce sera compliqué dans notre appartement. Il est très petit. Nous y tenons à peine à deux. Elle s'est tue un moment. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Avez-vous pensé à ce que vous allez faire de cette maison quand vous ne pourrez plus vous en occuper seul? Cette question m'a prise par surprise parce que j'avais 62 ans à l'époque. J'étais en parfaite santé, parfaitement capable, lucide. Il n'y avait aucune raison pour que quiconque pense que je ne pouvais pas m'occuper de ma propre maison. Je n'y ai pas pensé parce que je peux encore m'en occuper parfaitement, ai-je répondu. J'ai essayé de donner à ma voix un ton poli mais ferme. Bien sûr, mais on ne sait jamais. Ma grand-mère disait la même chose, et un jour, elle est tombée dans les escaliers. Elle est restée à l'hôpital pendant 2 mois. Après cela, elle a dû aller vivre chez ma tante parce qu'elle ne pouvait plus rester seule. Le message était clair. Elle plantait une graine. Elle préparait le terrain. Elle commençait à construire un récit où j'étais une femme âgée fragile qui, à tout moment, allait avoir besoin d'aide. Une aide que, bien sûr, il serait disposé à apporter. En échange de quoi? Elle ne le disait pas encore, mais je commençais à l'imaginer. Les visites sont devenues plus fréquentes. Plus seulement les dimanches. Maintenant, il venait aussi pendant la semaine, toujours sous un prétexte quelconque, qu'ils voulaient m'apporter de la nourriture, qu'ils passaient par le quartier, qu'ils avaient besoin d'utiliser mon ordinateur parce que le leur était en panne. Et à chaque fois qu'ils venaient, Harper inspectait. C'est le mot exact. Inspectait. Elle ouvrait les placards. Elle vérifiait le garde-manger. Elle regardait à l'intérieur du réfrigérateur. Elle déplaçait des choses. Et quand je lui demandais ce qu'elle faisait, elle me disait qu'elle voulait juste aider. Qu'elle voulait s'assurer que j'avais tout le nécessaire. Qu'elle s'inquiétait pour moi. Mais je savais que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. Elle voulait connaître chaque recoin de ma maison. Elle voulait savoir où tout se trouvait. Elle voulait se familiariser avec l'espace comme un animal qui marque son territoire avant de l'envahir complètement. Liam ne disait jamais rien. Il s'asseyait dans le salon en regardant la télévision ou en consultant son téléphone pendant que Harper faisait son inspection. Et quand j'essayais de lui parler des commentaires de sa femme, il me disait que j'exagérais, que Harper voulait juste aider, que je devrais être reconnaissante d'avoir une belle-fille aussi attentive. Reconnaissante. Un jour, Harper a trouvé une boîte à bijoux qu'Arthur m'avait offerte au fil des ans. Elle était dans ma chambre, dans mon placard, un endroit privé, mais elle est entrée sans frapper, a ouvert le placard et a sorti la boîte. Quel magnifique bijou, maman. Ils doivent valoir beaucoup d'argent. C'étaient des cadeaux de mon mari. Ils ont une valeur sentimentale. Et qu'allez-vous en faire? Je ne vous vois jamais les porter. Je les garde pour les occasions spéciales. Mais vous ne sortez jamais nulle part. Quel gâchis d'avoir de si jolies choses rangées. Moi, je les porterai. Je leur donnerai la valeur qu'ils méritent. Elle ne l'a pas dit directement, mais le message était là.
Elle voulait mes bijoux. Elle voulait ma maison. Elle voulait ma vie. Et elle était prête à attendre aussi longtemps que nécessaire pour l'obtenir. Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé ma sœur Margaret. Elle vit dans une autre ville, mais nous nous parlons au téléphone presque tous les jours. Je lui ai tout raconté. Les commentaires, les inspections, les insinuations. Cette fille est en train de te jauger, Eleanor. Elle regarde jusqu'où elle peut aller avant que tu ne réagisses. Tu dois fixer des limites maintenant. Mais c'est la femme de mon fils, Margaret. Je ne veux pas causer de problèmes. Les problèmes sont déjà là, ma sœur. C'est juste que tu ne veux pas les voir. Et si tu ne fais rien maintenant, je te garantis que dans quelques années, tu dormiras dans la chambre de bonne de ta propre maison pendant qu'ils occuperont ta chambre. Ces mots m'ont fait peur parce qu'ils semblaient extrêmes, mais en même temps, ils semblaient possibles. Tout à fait possible. J'ai essayé de parler à Liam. Un après-midi, je l'ai invité à prendre un café. Juste nous deux, sans Harper. Mon fils, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Dis-moi, maman. J'ai l'impression que Harper s'intéresse trop à ma maison, à mes affaires, et cela me met mal à l'aise. Son expression a changé immédiatement. Il est devenu rigide, défensif, inconfortable. Ma femme se plie en quatre pour t'aider, et toi, tu te sens mal à l'aise. Ce n'est pas ça, mon fils. J'apprécie son aide. Mais il y a des limites. Des limites? Tu es ma mère. Elle est ma femme. Nous sommes une famille. Il ne devrait pas y avoir de limites au sein de la famille. Et voilà. Le premier signe clair que Liam n'était pas de mon côté. Qu'il avait choisi. Et qu'il ne m'avait pas choisi, moi. Les mois suivants ont été comme regarder une invasion au ralenti. Si graduel que si l'on ne prêtait pas attention, on pouvait penser que tout était normal. Mais je prêtais attention. Et chaque jour, je voyais mon espace se réduire tandis que le leur s'agrandissait. D'abord, ce fut un seul carton que Harper a apporté un dimanche. Maman, ça te dérange si on laisse ça ici pour quelques jours? C'est juste que dans l'appartement nous n'avons plus de place et ce sont des affaires de la saison dernière que nous n'utilisons pas. Qu'y a-t-il dans le carton? Des vêtements d'hiver, des manteaux, des pulls, ce genre de choses. Juste en attendant d'avoir un endroit plus grand. J'ai accepté parce que ce n'était qu'un seul carton. Parce que ce n'était que pour quelques jours. Parce que je voulais encore croire que j'exagérais, que ma sœur Margaret était paranoïaque, que Harper avait vraiment juste besoin d'une aide temporaire. Le carton est resté dans la chambre d'amis. Une semaine est passée, 2 semaines, 1 mois. Le carton était toujours là. Et quand j'ai demandé à Harper quand elle allait venir le chercher, elle m'a dit qu'il n'avait toujours pas de place, et qu'il fallait que je sois patiente. Puis un autre carton est arrivé, puis un autre, et encore un autre. Soudain, la chambre d'amis s'est retrouvée remplie de cartons contenant leurs affaires, vêtements, chaussures, livres, décorations, des choses que, selon eux, ils n'avaient nulle part où stocker dans leur appartement. C'est temporaire, maman, me disait Liam. Juste le temps d'économiser pour louer un endroit plus grand. Mais les mois ont passé, l'endroit plus grand n'est jamais venu, et les cartons ont continué à se multiplier. Un jour, ils sont arrivés avec un canapé. Un canapé entier. Le propriétaire nous fait payer un supplément pour avoir laissé des meubles dans le couloir de l'immeuble. On peut le laisser ici juste pour un moment? Le canapé a fini dans mon garage, ainsi qu'une table de salle à manger, une bibliothèque, un lampadaire, et 6 chaises. Mon garage est devenu leur garde-meuble personnel. Et chaque fois que je protestais, Liam me faisait culpabiliser. Maman, tu vis seule dans cette immense maison. Tu as plein de place. Pourquoi ça te dérange de nous aider? Tu ne veux pas qu'on s'en sorte? Et je gardais le silence. Parce qu'il avait raison sur un point. Je vivais seul dans une grande maison. J'avais beaucoup d'espace. Et si je ne pouvais pas aider mon propre fils, alors à quoi servait tout cet espace? Mais Margaret n'était pas d'accord. Eleanor, écoute-moi attentivement. Ce n'est pas une aide temporaire. C'est une stratégie. Ils remplissent ta maison avec leurs affaires pour que, lorsqu'ils décideront d'y emménager, ils aient déjà la moitié de leur vie installée là-bas.
Et tu ne pourras pas leur dire non parce que tu auras l'impression qu'il serait cruel de les expulser alors qu'ils y vivent pratiquement déjà. Tu exagères, Margaret. Ah oui? Alors pourquoi Harper a-t-elle un double des clés de chez toi? Je suis restée muette. Elle a un double des clés de chez toi, Eleanor? Liam m'a demandé un double. Il a dit que c'était au cas où il m'arriverait quelque chose un jour et qu'ils auraient besoin d'entrer. D'où Jésus, ma sœur, tu ne vois pas ce qu'ils font? Mais je ne voulais pas le voir, car le voir signifiait accepter que mon fils me manipulait, et accepter cela faisait trop mal. Les visites n'étaient plus des visites. C'étaient des invasions planifiées. Ils arrivaient sans prévenir. Ils utilisaient ma cuisine comme si c'était la leur. Harper ouvrait mon réfrigérateur et prenait de la nourriture sans demander. Liam s'affalait sur mon canapé et changeait de chaîne de télévision même si j'étais en train de regarder quelque chose. Il prenait des douches. Il restait pour faire des siestes. Ils utilisaient ma machine à laver. Et le pire de tout, c'est qu'ils ont commencé à amener des amis. Un samedi, ils sont arrivés avec un autre couple, de parfaits inconnus pour moi. Harper les a présentés comme ses meilleurs amis, et sans me demander si j'étais d'accord, ils ont organisé une réunion dans mon salon. Ils ont apporté de la bière. Ils ont mis de la musique forte. Ils sont restés jusqu'à 23 heures. Et quand ils sont enfin partis, ma maison était un vrai désordre, des assiettes sales, des verres partout, et des cendres de cigarettes sur ma table basse. Harper, je n'aime pas que tu amènes des gens sans me demander. Oh, maman, ne sois pas comme ça. Ce n'était que quelques amis. Et puis, tu es toujours seule. Ça te fait du bien d'avoir un peu de vie dans cette maison. C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui entre et qui n'entre pas. Techniquement, c'est aussi la maison de Liam. Il a grandi ici. Il a autant de droits que toi. Cette phrase m'a glacé, car légalement, ce n'était pas vrai. La maison était entièrement à mon nom. Arthur et moi l'avions achetée ensemble il y a 40 ans. À sa mort, elle est restée uniquement à mon nom. Liam n'avait aucun droit légal sur cette propriété. Mais Harper parlait comme s'il en avait, comme si c'était évident, comme si c'était naturel. J'ai commencé à trouver des objets déplacés. Mes livres bougeaient, mes photographies relocalisées, mes meubles déplacés de leur position d'origine. Et quand je demandais qui avait touché à mes affaires, Harper disait qu'elle améliorait simplement la disposition de l'espace. C'est juste que, maman, tu as tout tellement encombré. Il faut donner un peu d'air à la pièce. Moderniser un peu. Je ne veux rien moderniser. Je veux que mes affaires restent là où je les ai mises. D'accord, ne te fâche pas. J'essayais seulement d'aider. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était de l'appropriation. Elle redécorait ma maison selon ses goûts. Elle effaçait les traces de ma vie pour y imprimer la sienne. Un jour, je suis revenu des courses et j'ai trouvé ma chambre avec la porte ouverte. Je suis entré et j'ai vu Harper en train de mesurer les murs avec un mètre ruban. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a sursauté. Elle ne s'attendait pas à ce que j'arrive si tôt. « Oh, maman. Je regardais juste combien mesure cette pièce. C'est que Liam et moi pensons à acheter un nouveau matelas et je voulais savoir s'il tiendrait ici. » « Pourquoi veux-tu savoir s'il tient ici? Vous avez votre propre maison. » « Eh bien, tu sais, juste au cas où nous resterions dormir ici un jour. Ce serait plus confortable. Il y a 2 chambres d'amis. Vous pouvez dormir dans l'une ou l'autre. Oui, mais ces chambres sont plus petites. Et celle-ci a une salle de bain privée. C'est beaucoup plus pratique. Elle parlait de ma chambre. La chambre que j'avais partagée avec Arthur pendant 40 ans. La chambre où j'avais dormi à ses côtés pendant des milliers de nuits. La chambre où j'avais pleuré sa mort. La chambre qui conservait encore son essence dans chaque recoin. Harper, c'est ma chambre, et ce n'est pas négociable. Elle a haussé les épaules. Comme tu voudras, maman. Ce n'était qu'une idée. Mais la graine était déjà plantée. Elle avait déjà mesuré l'espace. Elle avait déjà imaginé son lit là. Elle avait déjà décidé que cette pièce finirait par être la sienne. Ce soir-là, j'ai appelé Margaret en pleurant. Tu avais raison, ma sœur. Tu avais tout à fait raison. Ils me poussent hors de ma propre maison, petit à petit. Et je les ai laissés entrer.
Je leur ai donné la clé. Je leur ai permis de mettre leurs affaires ici. J'ai été une idiote. Tu n'as pas été une idiote, Eleanor. Tu as été une mère. Et ils en ont profité. Mais tu as encore le temps d'arrêter cela. Comment? Si je leur dis de retirer leurs affaires, ils vont dire que je suis une mauvaise mère, que je suis égoïste, que j'ai cette immense maison et que je ne veux pas la partager. Et qu'importe ce qu'ils disent. C'est ta maison, ton espace, ta vie. Tu ne leur dois rien. Je lui dois tout, Margaret. Je suis sa mère. Être mère ne signifie pas être un paillasson. Être mère ne signifie pas les laisser te piétiner. Tu dois fixer une limite maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur. Peur de perdre mon fils. Peur de me retrouver complètement seul. Peur de confirmer que la seule famille qu'il me restait au monde ne s'intéressait à moi que pour mes biens. Alors j'ai continué à céder. J'ai continué à accepter. J'ai continué à ravaler mon malaise jusqu'au jour de mon 65e anniversaire. Liam et Harper ont organisé un dîner chez moi. Sans me demander, ils ont invité leurs amis. Ils ont acheté de la nourriture. Ils ont décoré mon salon. Et quand je suis arrivé après avoir passé l'après-midi dans un salon de beauté, je suis entré dans une fête en plein essor. Dans ma propre maison, une fête que je n'avais pas autorisée. Surprise, maman, a crié Liam. Nous t'avons organisé une fête d'anniversaire. Il y avait des ballons partout, une immense banderole qui disait « Joyeux anniversaire ». De la musique à fond. Étage 20 personnes que je ne connaissais pas, en train de manger et de boire dans mon salon. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé de dire merci. J'ai essayé de faire semblant d'être heureuse, mais à l'intérieur, j'étais furieuse parce que même le jour de mon anniversaire, je ne pouvais pas avoir la paix dans ma propre maison. La fête a duré jusqu'à minuit. Quand tout le monde est parti, ma maison ressemblait à une zone de guerre. Il y avait de la nourriture piétinée sur le tapis, des taches de vin sur mon canapé, un verre brisé dans la cuisine, et Harper et Liam ivres, allongés dans mon salon. Nous allons rester dormir ici, maman. Nous sommes trop fatigués pour conduire. Ils sont allés dans l'une des chambres d'amis et je suis resté seul à nettoyer le désordre. Le jour de mon anniversaire, à 1h du matin, avec des larmes qui coulaient sur mes joues. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai fait du café. Je me suis assise dans la cuisine en attendant qu'ils se réveillent parce que j'allais parler. J'allais fixer des limites. J'allais leur dire que cela ne pouvait plus continuer ainsi. Mais quand ils sont descendus, ils ne sont pas venus seuls. Ils avaient des valises. Maman, il faut qu'on parle, a dit Liam. Le propriétaire de l'appartement a augmenté notre loyer. Nous ne pouvons plus le payer. Nous avons besoin de rester ici juste quelques mois, le temps d'économiser pour quelque chose de mieux. Et c'est ainsi que mon fils et ma belle-fille ont officiellement emménagé dans ma maison, sans vraiment me le demander, sans me donner la possibilité de dire non, en présentant cela comme quelque chose de temporaire, d'inévitable, comme quelque chose que j'avais l'obligation d'accepter. Les premiers jours après leur emménagement, j'ai essayé de me convaincre que tout allait bien se passer. Que ce n'était que temporaire, comme ils l'avaient promis. Qu'en quelques mois ils économiseraient de l'argent et partiraient. Qu'il fallait juste que je sois patiente. Que c'était ce que faisaient les bonnes mères. Mais les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré. Harper a immédiatement pris le contrôle de la cuisine. Elle a réorganisé tous les placards. Elle a jeté des choses qui, selon elle, étaient périmées alors qu'elles ne l'étaient pas. Elle a changé la place de mes casseroles, de mes poêles, de mes assiettes. Tout ce que j'avais organisé à ma façon pendant 40 ans a été réorganisé selon ses critères. C'est plus efficace ainsi, maman. Tu verras comme tu cuisineras mieux avec chaque chose à sa place. Mais ce n'était pas sa place. C'était sa place à elle, pas la mienne. Et à chaque fois que j'entrais dans ma propre cuisine, je me sentais comme une invitée, comme si je devais demander la permission d'utiliser mes propres affaires dans ma propre maison. Des colis ont commencé à arriver. D'immenses cartons d'objets qu'ils avaient achetés en ligne. De nouveaux meubles, des appareils électroménagers, des décorations, le tout adressé à ma maison. Et quand je demandais ce que c'était, Harper disait que c'était des choses dont ils avaient besoin pour être à l'aise. Juste pendant que nous sommes ici, maman, après nous emporterons tout.
Mais je savais que c'était un mensonge, parce que personne n'achète un nouveau réfrigérateur, une machine à laver dernier cri et un téléviseur de 60 pouces pour ne les utiliser que quelques mois. Un après-midi, je suis revenu de la pharmacie et j'ai trouvé 2 hommes en train d'installer l'air conditionné dans la pièce qu'ils occupaient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Harper est sorti de la pièce en souriant. « Oh, maman, c'est juste qu'avec cette chaleur, on ne peut pas dormir. Liam et moi avons décidé d'installer la clim. Ne t'inquiète pas, nous avons payé pour l'installation. Mais c'est ma maison. Vous ne pouvez pas faire de modifications sans me consulter. Eh bien, techniquement, c'est une amélioration. Nous ajoutons de la valeur à la propriété. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante. Ce mot encore, comme si je devais les remercier de transformer ma maison sans mon autorisation. J'ai essayé de parler à Liam ce soir-là. J'ai attendu que Harper aille se coucher. Je l'ai trouvé dans le salon en train de regarder la télévision. Mon fils, nous devons parler. Dis-moi, maman. Cela ne fonctionne pas. Harper fait des changements dans la maison sans me consulter. Je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression de ne plus avoir voix au chapitre dans ma propre maison. Liam a soupiré. Ce soupir que les gens poussent lorsqu'ils pensent que vous êtes dramatique. Maman, Harper essaie simplement de nous rendre la vie confortable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Ce qu'il y a de mal, c'est que c'est ma maison et que c'est moi qui devrais décider des changements à y apporter. Mais tu ne décides jamais rien. La maison est la même qu'il y a 20 ans. Elle avait besoin d'être modernisée. Je ne veux pas la moderniser. Je l'aime comme elle est. Comme elle était. Eh bien, on ne peut pas vivre dans un musée. Maman, si nous devons être ici, il faut que ce soit fonctionnel. Tu as dit que vous ne seriez là que pour quelques mois. Il est resté silencieux. Il a évité mon regard. Les temps sont durs, maman. L'économie est mauvaise. Les loyers sont extrêmement chers. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait. Combien de temps prévoyez-vous réellement de rester? Je ne sais pas, 1 an, peut-être 2, ça dépend. 1 an, peut-être 2. Ces mots sont tombés comme des pierres dans mon estomac, car je savais qu'1 an se transformerait en 2, et 2 en 3, et qu'au bout du compte, il ne partirait jamais. Les semaines suivantes ont été une bataille constante pour l'espace, l'intimité, le contrôle. Harper a commencé à se plaindre de tout. Que la maison était très vieille, que les murs avaient besoin de peinture, que les sols étaient usés, que les meubles étaient dépassés. Maman, nous devrions rénover le salon. Ces meubles ont fait leur temps. Il y a de magnifiques ensembles de salons dans le magasin du centre-ville. J'irai avec toi pour les voir. Je ne veux pas changer mon salon. Ces meubles étaient un cadeau d'Arthur pour notre 20e anniversaire. Exactement. Ils ont plus de 20 ans. Il est temps de moderniser. Je ne vais pas jeter les meubles que mon mari m'a offerts. Personne n'a dit de les jeter. Nous pouvons les vendre ou les donner. Il y a des gens qui ont besoin de meubles d'occasion. La rage m'est montée à la gorge, mais je l'ai ravalée, comme toujours, comme on m'avait appris à le faire. Un matin, je suis descendu pour le petit déjeuner et j'ai trouvé ma salle à manger complètement réorganisée. La table était dans une autre position. Les chaises étaient différentes. Le buffet dans lequel je gardais la porcelaine de ma grand-mère avait disparu. Où est mon buffet? Harper était dans la cuisine en train de faire du café. Oh, cette vieille chose? Nous l'avons déplacé dans le garage. Il prenait trop de place. Et franchement, maman, il était horrible. Il ne s'accordait avec rien. Ce buffet appartenait à ma grand-mère. Il a plus de 100 ans et il était parfaitement bien là où il était. Eh bien, maintenant la salle à manger a l'air plus spacieuse, plus moderne. Tu t'y habitueras. Je suis allé au garage. J'ai trouvé le buffet relégué dans un coin, couvert de poussière, traité comme un déchet, et quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une grande cassure. C'était une petite fissure. Mais les petites fissures finissent par devenir des abîmes. J'ai appelé Margaret. Ma sœur, je n'en peux plus. Ils détruisent ma maison. Ils effacent tout ce que j'étais, tout ce que j'ai construit avec Arthur. Et Liam ne fait rien. Il ne fait que défendre Harper. Alors expulse-les. Et les Lanard, c'est ta maison. Tu en as parfaitement le droit. Et si Liam arrête de me parler?
Et si je perds mon fils unique? Et si tu l'avais déjà perdu? Parce que le Liam que tu connaissais ne t'aurait jamais traité ainsi. Le fils que tu as élevé n'aurait jamais permis à sa femme de te manquer de respect de la sorte. L'homme qui est chez toi maintenant est un étranger. Un étranger qui se sert de toi. Ces mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Mon fils était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi et je ne voulais pas le voir. Peut-être l'avais-je gâté. Peut-être lui avais-je trop donné. Peut-être lui avais-je appris qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait sans conséquence. Les jours sont devenus insupportables. Harper a cessé de faire semblant. Elle ne feignait plus d'être gentille. Elle ne simulait plus le respect. Elle donnait des ordres dans ma maison comme si elle en était la propriétaire. Maman, j'ai besoin que tu ne cuisines pas aujourd'hui. Mes parents viennent dîner et je vais utiliser la cuisine. Tes parents viennent ici? Oui. C'est un problème? Il aurait été bien que tu me préviennes avant. Je te le dis maintenant. Et s'il te plaît, quand ils viendront, reste dans ta chambre. Je ne veux pas que ma mère pense que nous vivons dans une maison où la belle-mère tourne autour tout le temps. Je suis resté sans voix. Elle me demandait de me cacher dans ma propre maison, de disparaître, de devenir invisible. Et le pire de tout, c'est que je l'ai fait. Je suis resté dans ma chambre tout l'après-midi pendant que la famille de Harper dînait dans ma salle à manger, écoutant leur rire, écoutant comment ils parlaient de la beauté de la maison. De la chance qu'avaient Harper et Liam de vivre dans un endroit si spacieux. Personne n'a mentionné que la maison était la mienne. Personne n'a dit que j'existais. C'était comme s'ils m'avaient déjà complètement effacé. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde parte. Je suis descendu dans la cuisine. J'ai trouvé un désastre monumental. Des assiettes sales empilées, de la nourriture renversée, des verres partout, et une note de Harper collée sur le réfrigérateur. « Maman, je suis très fatigué. Peux-tu faire la vaisselle? » Merci. Je me suis assise par terre dans ma cuisine et j'ai pleuré. J'ai pleuré la femme que j'avais été. J'ai pleuré la vie que j'avais perdue. J'ai pleuré Arthur, qui n'était plus là pour me défendre. J'ai pleuré mon fils, qui m'avait trahi. Et j'ai pleuré sur moi-même, pour avoir permis que les choses aillent si loin. Mais au milieu de ces larmes, j'ai aussi ressenti autre chose. J'ai ressenti de la rage. Une vraie rage. Une rage qui ne pouvait pas être ravalée. Une rage qui exigeait de l'action. Je me suis levé du sol. Je me suis lavé le visage. Je suis monté dans ma chambre. J'ai pris une boîte à chaussures au fond de mon placard. À l'intérieur se trouvaient tous les documents importants, le titre de propriété de la maison, mon testament, mes polices d'assurance, tout ce qu'Arthur et moi avions construit pendant des années. J'ai passé en revue chaque papier. Je me suis assuré que tout était en ordre. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le numéro de Benjamin, l'avocat de la famille, celui-là même qui avait aidé Arthur avec les papiers de la maison. Il était 23 heures, trop tard pour appeler, mais je lui ai envoyé un message. « Benjamin, j'ai besoin de te parler de toute urgence. C'est au sujet de ma maison et de mon fils. S'il te plaît, contacte-moi dès que tu le pourras. » La réponse est arrivée 5 minutes plus tard. « Eleanor, demain à 10 heures dans mon bureau. Apporte tous les documents de propriété. » J'ai rangé mon téléphone. J'ai mis les documents dans mon sac à main. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un but, un plan, un espoir, car j'avais passé les 2 dernières années à me laisser bousculer, à me laisser manipuler, à me laisser devenir une ombre dans ma propre maison. Mais cela allait se terminer. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements. Je me suis coiffé. Je me suis maquillé et je suis descendu pour le petit déjeuner comme s'il s'agissait d'une journée normale. Harper était dans la cuisine. « Bonjour, maman. Où vas-tu ainsi sur ton 31? J'ai un rendez-vous. » Quel genre de rendez-vous? Personnel. J'ai vu l'agacement sur son visage. Elle n'aimait pas ne pas savoir. Elle n'aimait pas ne pas avoir le contrôle sur mes mouvements. « Tu rentres pour le déjeuner? Parce que j'ai besoin que tu surveilles des choses que j'ai dans le four. Je ne rentre pas pour le déjeuner. Je serai absente la majeure partie de la journée. Et qu'est-ce que je fais de la nourriture? Tu es une femme adulte, Harper. Je suis sûr que tu sauras te débrouiller.
J'ai quitté la maison sans attendre de réponse. Et tandis que je marchais vers l'arrêt de bus, j'ai ressenti quelque chose que j'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti du pouvoir. J'ai senti que ma vie m'appartenait à nouveau. Je suis arrivé au bureau de Benjamin exactement à 10 heures. Il m'a accueilli avec une embrassade. Et l'année, cela fait si longtemps. Je suis désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Moi aussi, Benjamin. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai passé l'heure suivante à tout lui raconter, depuis le jour où Harper et Liam avaient emménagé jusqu'à l'humiliation de la veille au soir. Je n'ai rien caché. Je lui ai montré les documents. J'ai expliqué mes craintes. Benjamin a tout écouté en silence. Il a pris des notes. Et a examiné les papiers. Et quand j'ai fini de parler, il m'a regardé droit dans les yeux. Eleanor, légalement, la maison est entièrement à toi. Ton fils n'a aucun droit dessus. Tu peux les expulser quand tu veux. Mais c'est mon fils, Benjamin. Je sais. Et c'est pour cela que ce sera difficile. Mais tu dois décider. Veux-tu continuer à vivre ainsi, transformée en servante dans ta propre maison, ou veux-tu reconquérir ta vie? La question est restée suspendue dans l'air et je connaissais la réponse avant de la dire à haute voix. Je veux reconquérir ma vie. Benjamin a sorti un bloc-notes neuf et a commencé à écrire. Ses mouvements étaient précis. Sûrs. Comme ceux de quelqu'un qui a géré ce genre de situation des centaines de fois. Et Eleanor, la première chose que tu dois comprendre, c'est que cela va devenir difficile. Quand tu leur diras qu'ils doivent partir, ils ne l'accepteront pas facilement. Ils vont te manipuler. Ils vont te faire culpabiliser. Ils vont te dire que tu es une mauvaise mère, que tu es égoïste, que tu les laisses à la rue. Je sais. Es-tu prête à entendre cela de la bouche de ton propre fils? La question m'a frappé de plein fouet parce que je n'en étais pas sûr. Je n'étais pas sûr de pouvoir supporter que Liam me regarde avec haine, me dise des choses horribles, devienne mon ennemi. Mais je me suis souvenu de la note de Harper me demandant de faire la vaisselle. Je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait demandé de me cacher dans ma chambre. Je me suis souvenu du buffet de ma grand-mère légué dans le garage comme un déchet, et quelque chose en moi s'est endurci. Je suis prête. Bien. Alors voici ce que nous allons faire. D'abord, j'ai besoin que tu documentes tout. Chaque modification qu'ils ont apportée à la maison sans ton autorisation. Chaque meuble à toi qu'ils ont déplacé ou jeté, chaque invasion de ton intimité. Prends des photos, note les dates, conserve tout message ou conversation qui démontre leur comportement. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à prendre des notes. Deuxièmement, nous allons rédiger un avis d'expulsion formel. Légalement, tu dois leur donner 30 jours pour trouver un autre endroit. C'est un délai court, mais c'est ce que stipule la loi lorsqu'il n'y a pas de contrat de bail. 30 jours de plus à vivre ainsi. 30 jours au cours desquels j'allais devoir être très forte, car lorsqu'ils recevraient cet avis, ils allaient tout tenter pour me faire changer d'avis. Ils allaient pleurer. Ils allaient promettre de changer. Ils allaient faire pression sur la famille. As-tu quelqu'un pour te soutenir là-dedans? Ma sœur Margaret. La conversation a duré 2 heures. Benjamin m'a expliqué chaque étape de la procédure juridique. Il m'a préparé à tous les scénarios possibles. Il m'a donné son numéro de portable personnel et m'a dit de l'appeler à n'importe quelle heure si les choses devenaient difficiles. Quand j'ai quitté son bureau, j'avais un plan clair. J'avais un soutien juridique et j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. J'avais de la détermination. Mais d'abord, je devais faire quelque chose. Je devais voir ma maison avec un regard neuf. Je devais documenter tout ce que Benjamin m'avait demandé. Je suis arrivé à la maison à 15 heures. Harper était dans le salon en train de regarder la télévision. Elle ne s'est même pas retournée quand je suis entré. « Tu es de retour ?» a-t-elle dit sans quitter l'écran des yeux. Ce n'était pas une question. C'était presque une accusation. Oui. Et où étais-tu? Je réglais des affaires personnelles. Cette fois, elle m'a regardé. Il y avait de la suspicion dans ses yeux. Quel genre d'affaires? Personnel, Harper. Je n'ai pas à te rendre des comptes sur mes déplacements. J'ai vu comment son expression a changé. Elle n'aimait pas mon ton. Elle était habituée à ce que je sois soumise,
complaisante, facile à gérer. Bon, peu importe. Liam arrive tard aujourd'hui. Il a un dîner de travail, alors j'ai fait à manger juste pour nous deux. Je suis monté directement dans ma chambre sans répondre. J'ai verrouillé la porte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Des photos de la chambre d'amis convertie en leur chambre permanente. Des photos du garage rempli de leurs meubles. Des photos de mes affaires déplacées. Des photos des modifications qu'ils avaient faites sans autorisation. Puis je me suis assise et j'ai écrit. J'ai noté chaque incident dont je me souvenais, chaque manque de respect, chaque invasion, chaque instant où il m'avait fait sentir que je ne comptais pas dans ma propre maison. Les mots ont coulé. 2 pages, 5 pages, 10 pages. Des années d'humiliation silencieuse converties en preuves écrites. Quand j'ai fini, il était 19 heures. Je suis descendu dans la cuisine. Harper était toujours dans le salon. Tu vas cuisiner maintenant? J'ai faim. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur. Tu peux la faire réchauffer. Mais je ne sais pas comment fonctionne ta vieille cuisinière. Alors c'est le bon moment pour apprendre. Elle m'a regardé comme si je lui avais parlé dans une autre langue. Comme si elle ne pouvait pas croire que je lui disais non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui, maman? Tu agis de façon très bizarre. Tout va bien. Je suis juste fatigué. Eh bien, repose-toi plus tard. D'abord, cuisine. J'ai pris une grande inspiration. J'ai compté jusqu'à 10. Harper, je ne suis pas ta servante. Si tu as faim, cuisine toi-même. Elle s'est levée du canapé. Elle a marché vers moi et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Tu sais quel est ton problème, maman? C'est que tu vis dans le passé. Tu n'acceptes pas que les choses changent. Cette maison a besoin de jeunes pour lui donner de la vie. Pas d'une vieille femme aigrie qui s'accroche à ses souvenirs. Les mots ont fait mal. Mais cette fois, je ne les ai pas ravalés. Cette fois, je les lui ai recrachés au visage. Cette vieille femme aigrie est la propriétaire de cette maison, et il serait bon que tu t'en souviennes. Je l'ai vu pâlir. J'ai vu ses poings se serrer. On verra bien ce que Liam dit de tout ça. Dis-lui ce que tu veux. Je suis monté dans ma chambre, je l'ai verrouillé et j'ai attendu. J'ai attendu que Liam arrive. J'ai attendu que Harper lui raconte. J'ai attendu qu'il vienne frapper à ma porte pour exiger des explications. L'attente a duré 3 heures. Liam est arrivé à 22 heures. J'ai entendu des voix en bas. Harper parlait vite, exagérait, disant probablement que je l'avais traité horriblement, que j'étais devenue folle, qu'il ne pouvait plus vivre avec moi. Puis j'ai entendu des bruits de pas monter l'escalier, et quelqu'un frappait fort à ma porte. Maman, ouvre. Il faut qu'on parle. Je suis fatigué, Liam. Nous parlerons demain. Non, maman. Nous parlons maintenant. Ouvre la porte. Sa voix avait ce ton qu'il utilisait quand il était enfant et n'obtenait pas ce qu'il voulait. Ce ton exigeant, autoritaire, comme s'il avait un droit sur tout. J'ai ouvert la porte. Je l'ai trouvé debout là, le visage en colère. Qu'est-ce que tu as dit à Harper? Je lui ai dit que je ne suis pas sa servante. Que si elle a faim, elle peut cuisiner elle-même. Maman, elle est enceinte. Le monde s'est arrêté. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu as dit? Harper est enceinte. De 2 mois. C'est pour cela qu'elle est si sensible, et toi tu l'as traitée horriblement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un bébé. Ils allaient avoir un bébé, ce qui signifiait qu'il était désormais impossible de les expulser. Parce que si je les expulsais, je n'expulsais pas seulement mon fils. J'expulsais mon futur petit enfant. Et il le savait. C'est pour cela que Harper était devenue plus agressive, plus exigeante, parce qu'elle savait que la grossesse était la carte parfaite, l'excuse parfaite, le chantage parfait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que nous voulions être sûrs. Ils viennent de nous le confirmer la semaine dernière. Et maman, cela change tout. Nous ne pouvons pas partir maintenant. Harper a besoin de stabilité. Elle a besoin de soins. Elle ne peut pas être stressée à chercher un appartement et à déménager. Voilà, le plan complet était révélé.
Ils n'allaient pas partir dans quelques mois. Ils allaient rester des années, parce qu'après la grossesse viendrait le bébé, et après ce bébé en viendrait un autre, et encore un autre. Et j'allais finir par être la nounou dans ma propre maison tandis qu'ils vivraient leur vie de famille dans ce qui avait été mon foyer. Liam, j'ai besoin que tu sortes de ma chambre. C'est tout ce que tu as à dire? Tu n'es pas heureuse? Tu n'es pas impatiente d'être grand-mère? Sors de ma chambre, maintenant. D'accord, maman. Mais demain, nous parlerons sérieusement parce que les choses vont devoir changer ici. Un bébé a besoin d'espace, de tranquillité et d'une grand-mère qui le soutienne, pas d'une vieille femme égoïste. Il a fermé la porte avec force. Il est descendu. Et je suis resté là, debout au milieu de ma chambre, sentant que tout le plan que j'avais élaboré avec Benjamin était en train de s'effondrer. J'ai appelé Margaret. Ma sœur, Harper est enceinte. Doux ciel. Liam dit qu'ils ne peuvent pas partir maintenant. Qu'elle a besoin de stabilité. Et l'année, écoute-moi attentivement. Cela ne change rien. Enceinte ou non, cette femme n'a aucun droit sur ta maison. Ce sont des adultes. Ils peuvent louer un appartement. Ils peuvent chercher de l'aide ailleurs. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais c'est mon petit enfant, Margaret. Ton petit enfant ira très bien. Il naîtra dans une famille avec 2 parents qui travaillent. Il ne va pas mourir parce qu'il ne vit pas dans un manoir. Arrête de chercher des excuses. Ce ne sont pas des excuses. C'est juste que tu as peur. Tu as peur que si tu les expulses, tu ne rencontres jamais ce bébé. Tu as peur que Liam te punisse en te privant d'accès à ton petit enfant. Et il le sait. Et elle le sait. C'est pour cela qu'ils te l'ont dit maintenant. C'est de la pure manipulation, et l'année. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais la peur était réelle. La peur de perdre non seulement mon fils, mais aussi mon petit enfant. La peur de me retrouver complètement seul. Peur de devenir cette grand-mère dont les enfants ne parlent jamais parce qu'ils ne l'ont jamais connue. Je ne sais pas si je peux le faire, Margaret. Alors prépare-toi à perdre ta maison, parce que c'est ce qui va se passer. Ils vont avoir ce bébé là-bas. Et ensuite ils diront que le bébé a besoin de sa propre chambre. Et ensuite ils diront qu'ils ont besoin de la chambre principale parce qu'ils sont maintenant 3. Et petit à petit, ils vont te coincer dans la plus petite pièce de ta propre maison. Et tu finiras tes jours en étant la servante de ta propre famille. Ces mots étaient durs, cruels même. Mais ils étaient vrais, et la vérité fait parfois plus de mal que n'importe quel mensonge. Donne-moi un jour pour réfléchir. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai passé toute la nuit éveillé à regarder le plafond, à réfléchir, à calculer, à imaginer des scénarios. Dans l'un de ces scénarios, je cédais. Je les laissais rester. J'acceptais la grossesse comme une excuse. Et je voyais comment ma vie disparaissait lentement tandis qu'ils construisaient la leur sur mes ruines. Dans un autre scénario, j'allais de l'avant avec le plan. Je leur donnais l'avis d'expulsion. Je les mettais dehors et je perdais mon fils pour toujours. Mais je récupérais ma maison, ma paix, ma dignité. Il n'y avait pas de scénario où tout le monde gagnait. Quelqu'un devait perdre, et je devais décider si ce serait à nouveau moi, comme toujours, comme toute ma vie, ou si cette fois, les choses allaient être différentes. À 6 heures du matin, j'ai pris une décision. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis habillé, et je suis descendu dans la cuisine, mon téléphone à la main. J'ai composé le numéro de Benjamin. Et l'année, bonjour. Tout va bien? Benjamin, j'ai besoin que tu prépares l'avis d'expulsion et j'ai besoin que ce soit prêt pour aujourd'hui. Es-tu sûr? Complètement sûr. Et Benjamin, il y a quelque chose que tu dois savoir. Harper est enceinte. Cela ne change rien légalement, Eleanor. Une grossesse ne lui donne aucun droit de rester sur ta propriété sans ton consentement. Je sais. Je voulais juste que tu le saches. L'avis sera prêt à 15 heures. Veux-tu que j'aille le remettre ou préfères-tu le faire toi-même? J'ai réfléchi à cette question. J'ai pensé à ce que l'on ressentait en remettant ce papier à mon fils, en le regardant dans les yeux pour lui dire qu'il devait partir. Je préfère que tu y ailles. Parfait. Rendez-vous à 15 heures. J'ai raccroché.
Et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais franchi une ligne. Et de l'autre côté, une guerre m'attendait, une guerre que je ne savais pas si j'avais la force de mener, mais j'allais essayer parce que, pour la première fois de ma vie, je faisais un choix. Et je me choisissais, moi. Les heures qui m'ont séparé de 15 heures ont été les plus longues de ma vie. Chaque minute s'étirait comme si le temps était devenu épais, lourd, difficile à traverser. Je suis resté dans ma chambre toute la matinée. J'entendais Harper s'activer dans la maison, ouvrir et fermer les portes, parler au téléphone, rire comme de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé la veille, comme si je n'existais pas. À midi, Liam a frappé à ma porte. « Maman, tu descends manger ? Je n'ai pas faim. Nous devons parler d'hier soir. » Il n'y a rien à dire, Liam. Bien sûr que si. Harper est très bouleversée. Elle a pleuré toute la matinée. Le médecin a dit qu'elle ne devait pas être stressée. C'est mauvais pour le bébé. J'ai serré les poings. J'ai pris une profonde inspiration. Dis à Harper que je suis désolé si je l'ai blessée. Mais je ne vais pas m'excuser de fixer des limites dans ma propre maison. Des limites ? Maman, tu entends ce que tu dis ? Nous sommes une famille. Il ne devrait pas y avoir de limites au sein de la famille. Cette phrase, cette maudite phrase que j'avais entendue 1000 fois, l'excuse parfaite pour justifier n'importe quel abus, n'importe quelle invasion, n'importe quel manque de respect. Va-t'en, Liam. J'ai des choses à faire. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Je l'ai entendu dire quelque chose à Harper à voix basse. J'ai entendu comment elle avait répondu avec ce ton de victime qu'elle avait elle aussi perfectionné. À 14h30, je me suis préparé. J'ai mis ma plus belle robe, celle que j'utilisais pour les grandes occasions. Je me suis coiffé avec soin. Je me suis maquillée parce que j'avais besoin de me sentir forte. J'avais besoin d'avoir l'air forte. À 15h pile, on a sonné à la porte. Je suis descendu lentement. Harper était déjà en train d'ouvrir la porte. Benjamin se tenait dehors, sa mallette à la main, vêtu d'un costume. Un professionnel sérieux. Bonjour. Je cherche Monsieur Liam Vance et Madame Harper Vance. Harper l'a regardé avec confusion. Qui êtes-vous ? Je suis Benjamin, l'avocat de Madame Eleanor Vance. Était comme s'il venait de lâcher une bombe au milieu du salon. Harper a pâli. Elle s'est figée sur le pas de la porte. Un avocat ? Pourquoi a-t-elle besoin d'un avocat ? Liam est apparu derrière elle. Quand il a vu Benjamin, son expression a complètement changé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Benjamin a sorti une enveloppe de sa mallette. Je suis ici pour vous remettre un avis d'expulsion formel. S'il vous plaît, signez ici pour confirmer que vous avez bien reçu le document. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Je pouvais sentir la tension électriser l'air. Liam a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte de ses mains tremblantes. Il a lu. Ses yeux parcouraient rapidement les mots. Et à chaque ligne qu'il lisait, son visage devenait plus rouge. C'est une blague ? Ce n'est pas une blague, Monsieur Vance. C'est un document légal. Vous avez 30 jours pour libérer les lieux. C'est la maison de ma mère. J'ai grandi ici. La maison est au nom de Madame Eleanor Vance. Elle en est l'unique propriétaire, et elle a officiellement demandé votre départ. Harper m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu de la haine pure. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis enceinte. Votre état ne change rien à la légalité du document. Madame, la loi est claire. S'il n'y a pas de contrat de bail, le propriétaire a le droit de demander l'expulsion avec un préavis de 30 jours. Nous n'avons nulle part où aller. A-t-elle crié. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Mais elle ne m'émouvait plus. Elle ne me faisait plus douter. Liam s'est approché de moi. Son visage était déformé par la rage. Comment as-tu pu faire ça, maman ? Comment as-tu pu trahir ta propre famille ? Je ne t'ai pas trahi, Liam. C'est toi qui m'as trahi. Tu es entré dans ma maison. Tu as pris le contrôle. Tu m'as traité comme si je ne comptais pas. Et maintenant, tu en subis les conséquences.
Nous allons avoir un bébé. Et vous l'élèverez dans votre propre maison, pas dans la mienne. Tu es un monstre, a hurlé Harper. Une vieille femme égoïste et sans cœur. J'espère que tu ne rencontreras jamais ton petit enfant. J'espère que tu vieilliras seul et que tu mourras seul. Leurs mots ont fait mal. Je ne vais pas mentir. Ils ont fait profondément mal. Mais ils ne m'ont pas brisé parce que j'avais enfin compris quelque chose. J'avais compris que l'amour ne peut pas exister là où il n'y a pas de respect, et ils ne m'avaient jamais respecté. Benjamin a sorti des papiers supplémentaires. Madame Eleanor, voici le double pour vos dossiers. Et voici les coordonnées de 3 serruriers. Je vous conseille de changer les serrures le 31. Pas avant, pour éviter des ennuis juridiques, mais pas après non plus. J'ai pris les papiers. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix ne s'est pas brisée. Merci, Benjamin. Liam m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais capable d'une telle chose. Je ne te pardonnerai jamais, maman. Jamais. Je ne te pardonnerai pas non plus, mon fils. Du moins, pas de sitôt. Mais je vais bien m'en sortir. Et vous allez bien vous en sortir aussi, parce que vous êtes des adultes et qu'il est temps de vous comporter comme tels. Benjamin a pris congé. Il a fermé sa mallette. Il a quitté la maison et je suis resté là, debout devant mon fils et ma belle-fille, regardant tout ce qui avait constitué ma famille s'effondrer sous mes yeux. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti de la libération parce que j'avais enfin fait un choix, et je m'étais choisi, moi. Les 30 jours suivants ont été une guerre silencieuse, une bataille froide menée à coups de regards, de silence, de mots qui coupaient plus profondément que n'importe quel couteau. Liam et Harper ont complètement cessé de me parler. Ils passaient à côté de moi comme si j'étais invisible, comme si je n'existais plus, et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que les cris, plus mal que les accusations, parce que le silence était leur façon de me faire comprendre que j'étais déjà morte pour eux. Mais j'ai continué à tenir bon parce que Margaret m'appelait tous les jours. Parce que Benjamin m'envoyait des messages pour me rappeler que je faisais le bon choix, et parce que pour la première fois depuis des années, je pouvais dormir sans cette sensation de perdre le contrôle de ma propre vie. Harper a commencé à inviter du monde à la maison. Des amis, des parents, tous venaient me voir avec ce regard réprobateur, comme si j'étais le diable, la méchante de l'histoire. La grand-mère cruelle qui jetait à la rue son fils et sa belle-fille enceinte. Sa mère est venue un jour, une femme que je n'avais vue que 2 fois dans ma vie. Elle s'est installée dans mon salon, les bras croisés, et m'a regardé avec mépris. N'as-tu pas honte? Mettre dehors une femme enceinte. Ils ont 30 jours pour trouver un logement. C'est un délai suffisant. Ma fille est délicate. Le médecin a dit qu'elle avait besoin de repos. Et toi, tu la stresses. Votre fille allait assez bien pour réorganiser toute ma maison sans mon autorisation, déplacer mes meubles et me traiter comme une employée. Je pense qu'elle survivra un mois de plus. La femme a ouvert la bouche pour répondre, mais n'a pas trouvé les mots parce qu'elle savait que j'avais raison. Elle savait que sa fille avait abusé de mon hospitalité, mais elle ne l'admettrait jamais. Elle est partie en claquant la porte, et Harper est montée dans sa chambre en pleurant de façon dramatique, comme si elle était la victime, comme si elle n'avait rien fait de mal. Les jours s'étiraient. Je les comptais tous. 25 jours, 20 jours, 15 jours. Chaque matin, je cochais un autre numéro sur mon calendrier personnel. Un jour de plus qui me rapprochait de la récupération de ma maison, de ma paix, de ma vie. Liam a tenté une dernière manipulation émotionnelle. C'était le 20e jour. Il a frappé à ma porte à 23 heures. « Maman, je peux entrer ?» J'ai ouvert. Il se tenait là, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. « Qu'est-ce que tu veux, Liam ? Je veux que tu reconsidères ta décision. S'il te plaît, nous sommes ta famille. Tu as cessé de me traiter comme ta famille il y a bien longtemps. Ce n'est pas vrai. Nous t'avons toujours aimé. Nous t'avons toujours respecté. Liam, ne me mens pas. Pas à ce stade. Nous connaissons tous les deux la vérité. Tu voulais ma maison, pas ma compagnie, pas mon amour, juste ma maison. Et alors si nous voulions rester ici ? Qu'y a-t-il de mal à ça ? C'est une maison immense pour une seule personne. Nous aurions pu vivre tous ensemble. Tu aurais pu connaître ton petit enfant.
Nous aurions pu être une famille. Une famille où j'étais la servante? Où je n'avais pas voix au chapitre? Où je disparaissais chaque fois que des invités venaient? Ce n'est pas une famille, Liam. C'est de l'abus. Il est resté silencieux, les yeux fixés sur le sol. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait l'admettre, qu'il allait s'excuser pour de bon, qu'il allait reconnaître ce qu'ils avaient fait. Mais il ne l'a pas fait. Un jour, tu regretteras ça, maman. Quand tu seras seul, quand plus personne ne te rendra visite, quand tu réaliseras que tu as échangé ta famille contre une maison vide. Je préfère une maison vide à une maison pleine de gens qui me font me sentir vide à l'intérieur. Il est parti sans rien dire de plus, et ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Les 10 derniers jours ont été chaotiques. Harper et Liam ont commencé à faire leur carton, mais ils le faisaient avec rage. Ils jetaient des objets. Ils cassaient des choses. Ils laissaient du désordre partout en guise de vengeance enfantine. J'ai trouvé des cadres de photos brisés, des assiettes fêlées, des taches sur les murs qu'ils avaient manifestement fait exprès. C'était leur façon de laisser une trace, de me faire payer, de s'assurer que chaque recoin de ma maison contienne un rappel de leur haine. Mais je n'ai pas réagi. Je ne leur ai pas donné le plaisir de me voir en colère. J'ai simplement pris des photos de chaque dégât. J'ai tout documenté parce que Benjamin m'avait dit que je pouvais légalement leur réclamer des dommages et intérêts si nécessaire. Le 29e jour, Harper a fait sa dernière tentative de manipulation. Elle est descendue par les escaliers avec une main posée sur son ventre encore plat. « Maman, le bébé bouge beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'il ressent le stress du déménagement. Le bébé a 2 mois, Harper. Il ne bouge pas encore. Son visage est devenu tout rouge. » Elle venait d'être démasquée dans son mensonge. « Eh bien, moi je ressens quelque chose et c'est de ta faute. S'il arrive quelque chose à mon bébé, ce sera de ta responsabilité. S'il arrive quelque chose à ton bébé, ce sera parce que tu utilises une grossesse comme arme de manipulation au lieu de prendre soin de toi comme tu le devrais. Maintenant, s'il te plaît, finis tes cartons. Demain est le dernier jour. » Elle est montée à l'étage, furieuse, et j'ai pris une grande inspiration. Encore un jour. Juste un jour de plus. La nuit du 29e jour, j'ai à peine pu dormir. Demain, il partait. Demain, je récupérais ma maison. Demain, une nouvelle vie commençait. Ou peut-être était-ce une ancienne vie retrouvée. La vie que j'avais perdue quand j'avais laissé la peur me contrôler. Le 30e jour s'est levé sous un ciel nuageux, comme si le ciel lui-même était en deuil. Ou peut-être en train de célébrer. Je n'en étais pas sûr. À 8 heures du matin, un camion de déménagement s'est garé devant chez moi. 2 hommes ont commencé à descendre les meubles de Harper et Liam, le lit, le canapé, des cartons et encore des cartons. Tout ce qu'ils avaient apporté durant ces 2 années. Je suis resté à la fenêtre de ma chambre à regarder. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas dit au revoir parce que je savais que si je les voyais face à face, je pourrais faiblir. Je pourrais douter. Et je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Margaret était avec moi. Elle était venue de sa ville pour me soutenir en ce jour. Elle se tenait à mes côtés, me tenant la main. « Tu t'en sors bien, ma sœur. Tu t'en sors très bien. » À 11 heures du matin, le camion était plein. Liam et Harper ont quitté la maison pour la dernière fois. Elle pleurait. Il avait la mâchoire contractée. Aucun des deux n'a regardé vers ma fenêtre. Aucun des deux n'a dit au revoir. Ils sont montés dans la voiture. Le camion a démarré et ils sont partis. Ils sont partis. Je suis resté là à les regarder disparaître au bout de la rue. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de libération, de victoire silencieuse. Margaret m'a serré dans ses bras. « C'est fini, Eleanor. C'est fini. » À midi pile, le serrurier est arrivé. Il a changé toutes les serrures. La porte d'entrée, la porte arrière, le portail du jardin. Il m'a remis 3 trousseaux de nouvelles clés. Des clés que moi seul possédais. Des clés qui représentaient ma liberté retrouvée. Quand le serrurier est parti, j'ai parcouru lentement ma maison, pièce par pièce, touchant les murs, respirant mon propre espace,
contemplant les endroits vides où s'étaient trouvées leurs affaires. La maison semblait plus grande, plus propre, plus à moi. Et même si je savais que des jours difficiles allaient venir, que peut-être Liam ne me pardonnerait jamais, que peut-être je ne rencontrerais jamais mon petit enfant, je savais aussi quelque chose de plus important. Je savais que j'avais récupéré ma dignité, et cela valait plus que tout. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour, 6 mois depuis que j'ai récupéré ma maison, mon espace, ma vie. Les premiers jours ont été étranges. La maison semblait trop silencieuse, trop vide. Il y a eu des moments où j'ai douté, des moments où j'ai pris le téléphone pour appeler Liam et lui dire qu'il pouvait revenir. Que je pardonnais tout. Que je voulais juste retrouver ma famille. Mais Margaret était là pour me rappeler pourquoi j'avais pris cette décision. Pour me rappeler tout ce que j'avais enduré. Et peu à peu, le silence a cessé de m'effrayer. Il a commencé à ressembler à de la paix. J'ai engagé quelqu'un pour réparer les dégâts qu'ils avaient laissés. Les murs tachés ont été repeints. Les cadres brisés ont été remplacés. Le buffet de ma grand-mère a repris sa place dans la salle à manger. Et lentement, ma maison est redevenue mienne. Non seulement sur le papier, mais aussi dans l'esprit. Liam ne m'a pas parlé pendant 4 mois. 4 mois d'un silence absolu. Aucun appel, aucun message. Comme si j'étais morte pour lui. Et je ne vais pas mentir, cela faisait mal. Cela faisait mal chaque jour, chaque nuit. Chaque fois que je voyais quelque chose qui me rappelait lui lorsqu'il était enfant. Mais la douleur ne m'a pas brisé. Elle m'a fortifié. Au 5e mois, j'ai reçu un message. Il venait de Liam, maman, Harper a accouché. C'est une fille. Son nom est Sophia. Elle va bien. Elles vont toutes les deux bien. J'ai pleuré en lisant ce message. J'ai pleuré de joie parce que ma petite fille était née en bonne santé. Et j'ai pleuré de tristesse parce que je n'étais pas là. Parce que je ne pouvais pas la rencontrer, parce que ma propre décision m'avait coûté ce moment. J'ai répondu, félicitations, mon fils. Je suis très heureuse. J'espère qu'un jour je pourrai la rencontrer. Il n'y a pas eu de réponse pendant 2 semaines. Et puis, un dimanche après-midi, on a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte et Liam était là, seul, sans Harper, avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Une expression humble, presque honteuse. Salut, maman. Salut, mon fils. Tu peux entrer? Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, sur le même canapé où tout avait commencé à s'effondrer des années auparavant. Je voulais te demander pardon. Les mots m'ont prise par surprise. Je ne m'attendais pas à les entendre. Pas après tout ça. Tu avais raison, maman, sur toute la ligne. Harper et moi t'avons traité horriblement. Nous t'avons manqué de respect. Nous avons essayé de te voler ta maison, ta paix, et il n'y a aucune excuse pour cela. Pourquoi maintenant, Liam? Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que le fait de devenir père m'a fait comprendre des choses que je ne comprenais pas auparavant. Quand je tiens Sophia dans mes bras, je pense à tout ce que tu as fait pour moi, à tous les sacrifices, et j'ai honte de me rappeler comment je t'ai récompensé. Des larmes coulaient sur son visage. Et cette fois, ce n'étaient pas des larmes de manipulation. C'étaient de vraies larmes. Harper et moi avons loué un appartement. Il est petit. Il est cher. C'est difficile, mais c'est le nôtre. Et j'ai appris qu'avoir quelque chose à soi a plus de valeur quand on l'obtient par son propre effort. Je me suis levé. J'ai marché vers lui et je l'ai serré dans mes bras, parce que même si les blessures avaient été profondes, il restait mon fils et l'amour d'une mère ne disparaît pas. Il se transforme seulement. Je te pardonne, Liam, mais les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je sais, maman, et je ne veux pas qu'elles redeviennent comme avant. Je veux qu'elles soient meilleures. Je veux que nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le respect, pas sur l'obligation. Nous avons passé cet après-midi-là à parler, à vraiment parler, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Il m'a montré des photos de Sophia. Il m'a parlé des nuits blanches, des couches, de la difficulté et de la beauté d'être père. Et quand il est parti, des heures plus tard, il m'a promis que la prochaine fois, il amènerait Sophia pour que je la rencontre. Cette promesse a été tenue 2 semaines plus tard. Liam est arrivé avec Harper et ma petite fille. Harper était différente, plus calme,
plus humble. Elle m'a aussi demandé pardon. Et bien qu'il y ait encore de la tension entre nous, je sais que le temps peut guérir bien des choses. J'ai tenu Sophia dans mes bras. Je l'ai regardée dans les yeux. Et j'ai compris que tout en avait valu la peine. Chaque larme, chaque moment de solitude, chaque seconde de doute, parce que maintenant j'avais quelque chose que je n'avais pas auparavant. J'avais du respect. J'avais des limites claires. J'avais une relation avec mon fils basée sur l'honnêteté et non sur la manipulation. Aujourd'hui, je vis seul dans ma maison. La maison que j'ai achetée avec Arthur. La maison que j'ai failli perdre. La maison que j'ai récupérée avec dignité. Je vois Liam et ma petite fille toutes les 2 semaines. Ils ne vivent pas avec moi. Ils ne vivront probablement plus jamais avec moi. Et c'est très bien ainsi, parce que j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Parfois, je pense aux femmes qui lisent cette histoire. Celles qui traversent une épreuve similaire. Celles qui ont l'impression de n'avoir aucune option. Celles qui croient que l'amour d'une mère implique de tout endurer. Et je veux vous dire quelque chose. Vous comptez. Votre paix compte. Votre dignité compte. Et il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui vous appartient. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Je l'ai fait à 67 ans. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Je m'appelle Hélène Arvance. J'ai 68 ans. Je suis veuve. Je suis mère. Je suis grand-mère. Et je suis la maîtresse de ma propre vie. Et personne ne pourra jamais m'enlever cela.